Aujourd'hui, on explore Gatineau. Nous allons faire un tour de Rabasca, qui est un canot algonquin, mais avant tout, nous avons un cours d'initiation au tir à l'arc. C'est parti! De nous recevoir au Caméléon de Gatineau. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de l'histoire derrière? Les Caméléons de Gatineau, c'est en 1981 que ça commence l'histoire. C'est un groupe de chasseurs qui voulaient pratiquer la chasse en faisant du tir 3D sur des cibles qui ont de l'air réel, qui sont faites en 3 dimensions. Et puis, ces chasseurs-là, ils se sont cherchés un nom, évidemment. Puis, un bon chasseur à l'arc, quand ça chasse à l'arc, c'est habillé en camouflage. Donc, le visage peinturé, la casquette en camouflage, les gants en camouflage, un gilet, des culottes en camouflage. Puis, c'est pour se confondre dans la nature. Donc, un petit peu comme les caméléons qui prennent la couleur de leur environnement. Donc, ils ont choisi le nom les Caméléons de Gatineau. Moi, ce matin, j'aurais bien voulu faire un vrai caméléon, puis arriver tout en camouflage, mais je me suis arrêté aux culottes parce que je me suis dit, si je fais le gilet, le visage, les gants, puis le chapeau, avec notre bel arrière-plan ici qui est tout en bois, j'ai dit, il n'y a personne qui va me voir. Surtout pas moi qui est une débutante. Je serais en plein camo, je serais comme invisible. Et qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe au terrain, qu'est-ce qu'on fait ici au Caméléon de Gatineau. Et puis, on va t'introduire au tir à l'arc, te faire tirer. On va vous montrer les genres d'arcs qui sont utilisés ici, vous parlez de ça un peu. Parler du groupe, des Caméléons, qu'est-ce qu'on fait, qui vient ici, puis c'est quoi toutes les activités qu'on peut faire chez les Caméléons de Gatineau. Et justement, c'est qui peut venir au terrain pour se pratiquer? Bien, nous autres, quand on donne des cours, on aime que les jeunes aient 12 ans ici au Caméléon de Gatineau, on aime que c'est plus grand. On recommence à donner des cours l'année prochaine. Et puis, on enseigne essentiellement le tir instinctif avec un arc bien ordinaire. L'idée, c'est juste d'apprendre la forme. Ensuite, les gens continuent à venir tirer puis améliorer leur tir. C'est là qu'il peut commencer à y avoir du coaching, des entraîneurs qui vont les aider à tirer mieux et puis à progresser. On commence avec ces petits arcs-là qui coûtent 125$ et puis il n'y a pas de limite. On peut avoir des arcs olympiques qui peuvent coûter beaucoup d'argent. Il y a aussi tous les chasseurs qui peuvent juste tout simplement s'inscrire, venir ici puis... ils ont la combinaison du cadenas une fois qu'ils ont payé leur carte de membre. Et puis, ils viennent tirer n'importe quand il fait clair, du début avril jusqu'à la fin octobre. On a eu des compétiteurs notoires ici. Alexandra Paquette, c'est une jeune fille de l'Outaouais qui vient de Cuillon, qui a tiré beaucoup au Caméléon de Gatineau. Elle est devenue la vice-championne junior mondiale au tir à l'arc à la poulie. Mais dans le tir concentrique, dans la grande compétition. Et puis, on tire aussi un petit peu de 3D, des cibles 3D. Des fois, on fait un petit tournoi. Et puis, c'est là qu'on attire les chasseurs. Et en 2010, vous avez également reçu les Jeux du Québec. En 2010, il y a eu les Jeux du Québec. Donc, la ville de Gatineau, la vieille ville de Gatineau dans le temps, a dépensé beaucoup d'argent ici sur le terrain. Ils nous ont fait un grand terrain ici qui a des drains français. Donc, c'est pour ça qu'au tout début avril, c'est un des premiers grands terrains de la ville de Gatineau qui devient sec. Donc, on peut commencer à tirer dehors de bonne heure. On nous a donné des équipements que nous, le club, on entretient. Et puis, on a aidé à embellir notre parcours, si vous voulez. Et puis, nous aussi, on maintient ça. Là. Tu sais, au printemps, on arrive, une gang, là, puis on coupe les arbres tombés, puis on trime un peu les arbres et puis on prend soin de ça. La ville de Gatineau, un gros merci à eux qui prennent soin de ce terrain ici et puis qui l'entretiennent, qui font la tonte du gazon. C'est possiblement le plus beau terrain de tir à l'arc, le plus beau parterre concentrique de la grande région de la capitale nationale. Il est vraiment beau. Même à Montréal, il y a un terrain qui rivalise presque, mais il n'est pas dans un décor enchanteur comme ici. Oui, en automne, près de la forêt également. En automne, ici, c'est toute beauté, c'est tout en couleur. C'est un des plus beaux terrains qu'on a dans la province du Québec.
Wow! Mais c'est vraiment magnifique, certainement. Et avant même qu'on se lance dans le cours d'initiation, j'aimerais qu'on s'approche des cibles pour que vous nous parliez justement de la caractéristique de vos cibles. Ben oui, certainement. On y va. Il y a déjà des flèches. Bien là, ici, on voit, OK, on s'attire toujours attiré par les flèches. Nos cibles sont en fait dans une espèce de forme caoutchouc, si vous voulez, qui est réutilisable et puis remplaçable. Et puis, c'est tout nouveau, on vient de mettre ça, parce qu'avant, on était dans le tent test, j'ai dit ça, puis c'était terrible, c'est pas écologique. Ça, c'est beaucoup plus propre, et puis nos flèches sont pas pleines de colle quand on les enlève. On aime ça beaucoup, beaucoup. Vous avez ici, c'est une grande cible compétitive de grandeur olympique. Et puis, les tireurs olympiques vont tirer sur des flèches, sur des cibles comme ça. Vous voyez que le centre est toujours dans le centre. Plus qu'ils sont bons, nos tireurs, plus qu'ils tirent dans le centre. À un moment donné, là, quand il y en a beaucoup qui sont bons, là, ils tirent toujours à la même place. La cible est énorme. Ils tirent toujours dans le centre. Fait que ce qui arrive, c'est que ça creuse un trou dans le centre. Là, ça n'arrête plus les flèches. Ils passent presque à travers, ou presque. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est que on dessine dans les couleurs permises par Tir à l'Arc Québec, les couleurs jaune et noires. Pourquoi le jaune et noir? C'est les couleurs officielles que tu peux avoir sur des cibles de compétition. Okay. Et puis, donc, on fait des ronds jaunes. On ne les met pas toutes dans le centre. Puis on en met plusieurs. Comme ça, on a un cinquième, là, ici, il y en a 6, là, on a un sixième de l'usure dans une année qu'on a sur notre cible que si on mettait seulement qu'un piton dans le milieu. Ou si on ne mettait rien, tout le monde mettrait des cibles, puis c'est la nature humaine. Tu vas là, parce que surtout quand tu commences, tu ne veux pas perdre tes flèches autour, ça fait que tu vas avoir beaucoup d'espace. Pour rater. Pour rater, pour ne pas courir après tes flèches. Et puis, donc c'est ça. On a ce nouveau chat, ça s'appelle des Warthog. Et puis c'est merveilleux, c'est la pointe de la technologie. On a investi dans ça ce printemps. On a dépensé plusieurs milliers de dollars. Fait que ça attire du monde, c'est bon parce que nos memberships, là, il a monté puis il monte bien là, ce printemps. On est bien contents. Super. Bien là, on va se lancer dans l'expérience du tir à l'arc. Ben oui. On va essayer, du moins. Oui. Les caméléons, vous savez aussi, hein, on a tiré à l'intérieur pendant plusieurs années, pendant 2 décennies. OK. Et puis, finalement, ce qui est arrivé devait arriver. On a perdu notre place dans le gymnase. Depuis ce temps-là, on se concentre sur le tir à l'extérieur. On a tellement un beau terrain. On a fait des efforts pour tirer à l'intérieur, mais c'était assez difficile de trouver une place. Ah, donc on va profiter de ce beau terrain. On profite de l'extérieur puis du beau temps, soleil, des belles journées comme exactement. aujourd'hui. Après notre entrevue, Marc m'a présenté 3 différents types d'arcs. Donc ici, je tiens l'arc d'initiation. Donc moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de pratiquer avec celui-ci. Sinon, il nous a également présenté l'arc du chasseur qui possède 2 différentes poulies et dépendamment de ces différentes composantes qui peuvent te permettre d'avoir plus de stabilité et plus d'agilité également. Et il y a l'arc de compétition qui est encore plus lourd. Donc chaque arc devient de plus en plus lourd. Les arcs recourbés traditionnels, un arc assez simple, un arc avec quelques parties. On a la poignée, ici, qui est noire. On a les branches qu'on attache après. On a l'appui flèche, cette toute petite chose-là, ici. Oui. OK? Et puis, on a la corde, qui est après l'arc, tout simplement. Puis là, on a une encoche ici. Puis l'encoche, c'est en dessous de ça qu'on va mettre qu'on va encocher notre flèche tantôt. Okay. Ça, c'est pour quel niveau à peu près? Ça, c'est pour les débutants. Puis après ça, bien, on peut ajouter à cet arc-là, on peut ajouter quelque chose. On peut ajouter des mires, on peut ajouter des stabilisateurs. Puis quand on commence à être un peu plus fort et puis qu'on a besoin des plus grosses branches, bien, on a juste à changer les branches. On n'est pas obligé d'acheter tout un arc au complet. Après notre entrevue, Marie-France a donné un cours d'initiation à Marc afin de me permettre d'être observatrice pour, à mon tour, faire tout ce qu'il a démontré et d'avoir une meilleure perspective également de comment faire, comment bien se placer. Donc, on devait se mettre une jambe par-dessus la ligne et ensuite, il fallait garder le corps perpendiculaire à la cible. Et le fait de l'avoir observé avec Marc m'a permis de mieux le faire par la suite. Ensuite, on lève le bras et on monte le coude très, très haut. Mais avant tout, on met un doigt en haut, 2 doigts en dessous et on tire. Et on garde toujours les 2 yeux ouverts. Marc m'a expliqué que j'étais gauchère de l'œil alors que je suis droitière dans la vie à l'aide d'un petit exercice qui nous permet de voir quel est l'œil le mieux centralisé et qui nous permettra par la suite de viser au tir à l'arc. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un tout petit trou avec nos mains, puis on va prendre un point spécifique. Regarde, on va regarder la poignée de porte. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon, ça? C'est bon. Avec les deux yeux ouverts. Donc, si on se ferme l'œil droit et qu'on ne voit plus la poignée de porte, on est gaucher. On fait le test de l'autre côté. Si on ferme l'œil gauche et qu'on voit encore la poignée de porte, on est droitier. Je ferme mon œil droit. Donc, tu es gauchère. Donc, Même si dans la vie, je suis droitière. même si dans la vie, tu es droitière, tu vas bander ton arc avec le bras gauche. J'ai adoré mon expérience aujourd'hui de tir à l'arc. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de viser en plein dans le mille, mais j'étais tout près et mes flèches allaient toujours dans la même direction, donc c'est bon signe. Je vais continuer à me pratiquer, mais c'était une super belle expérience. On a été bien accueillis avec Marie-France et Marc. Le premier coup, là, c'était bien drôle. Pareil comme moi quand j'ai démontré, là. On n'a pas frappé à cible, on n'a même pas frappé le ballot, on a frappé le haut du morceau de bois. On s'est dit, pourri. Ben non. Plus qu'à tirer, mieux que c'était. Ça s'est amélioré. Le groupe a rapetissé. Comme la plupart de ceux qui commencent à tirer l'arc, rendu à 20-25 flèches, tirer ça là, dans un groupe, la grosseur d'une assiette de tarte. J'ai une fois que ma flèche a été en dehors de la cible, mais bon, ça arrive à tout le monde. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à viser en plein centre, mais toutes mes flèches étaient toujours dans la même direction, ce qui est également bon signe. Donc, je vais continuer à travailler là-dessus. Maintenant que j'ai terminé mon cours d'initiation au tir à l'arc, on s'en va en apprendre plus sur l'histoire de Rabaska. Rabaska Canada. Et c'est quoi l'histoire derrière Rabaska? En fait, l'histoire derrière Rabaska Canada, bien, moi et mon père, on a parti ça il y a 3 ans. Mon père, ça faisait des années qu'il faisait ça. Il tripe sur le canot, il organisait des expéditions, partager, dans le fond, sa passion en lien avec l'histoire des voyageurs, le canot, le plein air, partager ça avec les gens. En fait, nous, il y a 3 ans, on a décidé de partir un petit peu plus en business, côté un petit peu plus sérieux, développer ça ici au centre-ville, pas loin d'Ottawa, juste à côté d'Ottawa, puis ici, juste à côté du Musée canadien de l'histoire. Donc, pour permettre justement à donner ça plus de façon accessible aux familles qui viennent visiter un petit peu la région, aux touristes aussi qui viennent en groupe. Mais on a d'autres types de produits aussi, par exemple les expéditions, qu'on s'en va faire beaucoup plus loin en forêt, descendre des rivières, la rivière Gatineau, la rivière de l'Aigle, que ce soit la rivière Noire. Donc, c'est ça. Rapidement comme ça fait partie de l'histoire de Rabaska Canada. Moi et mon père, on a décidé de partir ça il y a quelques années. Et à quoi qu'on peut s'attendre comme expérience lorsqu'on vient faire une aventure avec Rabaska? En fait, l'expérience avec Rabaska Canada, c'est vraiment de vivre un petit peu l'histoire du Canada. Donc, où est-ce que le commerce de la fourrure a commencé. Donc, partager ça, comment est-ce qu'on a développé ici une si belle province. On a tellement plein d'histoires. Ici, le Parlement juste derrière, ça a des années d'histoire. On a plein de lieux historiques dans le coin. Donc, nous, on va partager ça vraiment avec notre clientèle. On va faire un tour de Rabaska sur la rivière des Outaouais. On se déguise en voyageur avec le chapeau de voyageur authentique en peau de castor, déguisé avec la ceinture fléchée et tout. On s'en va faire une petite tournée d'1 heure, visiter ces lieux historiques-là justement, puis partager ça à nos visiteurs qui viennent regarder notre produit, qui viennent voir notre produit. Et c'est quoi un Rabaska? Un Rabaska, en fait, je dis Rabaska, on dit ça rapidement parce que c'est le nom de notre entreprise, Rabaska Canada, mais c'est un canot voyageur en fait. Un canot voyageur, c'est un très gros bateau qu'utilisait dans la période de la traite de la fourrure
pour transporter de la marchandise, pour venir échanger ici avec les nations qu'il y avait au Canada qu'on appelle aujourd'hui. Puis il y a différents types de canaux, justement. Le Rabasca, il y avait des canaux à glace. Avec notre voyageur Jean, qu'on va voir plus tard, il va nous parler de tout ça, les différents types de canaux. C'est vraiment intéressant. C'est quoi les différents types d'excursions que vous offrez? Différents types d'excursions, en fait. On a notre gros produit, ça s'appelle le Rabasca. On vient faire un tour ici d'1 heure sur la rivière des Outaouais. On partage justement, comme j'ai dit tantôt, l'histoire qu'il y a autour d'ici. Donc ça, c'est un produit très accessible aux familles. Apporter vos enfants, ça peut être très intéressant. Donc une petite famille, 2 parents, 2 enfants, c'est une activité très sécuritaire, très relax. On est en plein milieu du centre-ville, il n'y a pas de vagues, un petit peu de vent, c'est du soleil, donc on en profite. Il y a aussi des expéditions qui durent plusieurs jours pour les mordus de plein air. On s'en va, comme j'ai dit tantôt, descendre une rivière, par exemple la rivière Gatineau. On s'en va pendant 3 jours, 2 nuits. On s'en va descendre cette rivière-là, vivre comme un voyageur qui s'en vient faire du commerce pour échanger des biens contre des fourrures. Donc, c'est le genre d'expédition qu'on a. On a aussi un produit très intéressant qui s'appelle l'Odyssée canadienne. On fait ça en partenariat avec le Musée canadien de l'histoire. Donc, on va faire un tour du musée, le tour de la salle du Canada, de l'histoire du Canada, et ensuite, on vient faire un tour de Rabasca. Donc, on va voir un petit peu plus le théorique, l'histoire, tout ça, dans un musée, et on vient le vivre ensuite. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça, on réserve avec le Musée canadien de l'histoire. Et pour les gens qui auraient des inquiétudes, est-ce qu'il y a des dangers à faire un tour de Rabasca? Évidemment, on est sur l'eau, mais on est bien accompagné par des guides très formés. Donc, tous nos guides ont des formations, que ce soit en premiers soins, en canot. On a des vestes de sauvetage, tout l'équipement qu'il faut pour être en sécurité sur la rivière des Outaouais. Donc, comme quand on s'en va faire un tour de bateau en famille, c'est juste qu'on n'a pas de moteur. Mais je pense que je suis prête pour mon voyage, et c'est comme ça que vous l'appelez. Excellent, oui, une belle excursion, un beau voyage. Allons-y, on va aller retrouver Jean qui va être notre voyageur avec nous. Allons-y. Madame Stéphanie! Oui, bonjour! Il est tard, je vous attendais pour partir à la Brunante. Les voyageurs, on part de bonne heure pour le travail. Un petit peu en retard. Puis on m'avait pas dit que vous étiez une grande jeune femme comme ça. Si vous êtes grande, ma foi, les voyageurs étaient tout petits. C'était des jeunes hommes très petits, carrure très fort du haut. Et là, je vois une grande jeune femme qui arrive. Mon Dieu Seigneur, je ne sais pas si je vais pouvoir vous engager. Je peux vous plier les mollets si vous voulez. OK, on verra ça. Par contre, je veux quand même vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, les voyageurs, avant d'embarquer dans le canot. Et je vais vous parler un peu de différents items qu'on pouvait transporter ou utiliser. Et on en voit quelques-uns ici. Puis il faut savoir, au tout début de la traite de la fourrure, il faut savoir que les premiers peuples, la façon dont ils faisaient bouillir leur eau, c'était dans du bois. Avez-vous une idée comment est-ce qu'ils procédaient? Mais non, on ne peut pas mettre ça sur un feu. Bien, absolument pas. On met ça sur le feu et on est condamné, on perd notre bol. Ce qu'on faisait, on creusait, j'ai pris ça comme représentation, mais on creusait dans un tronc d'arbre assez gros. Et ce qu'on faisait, on réchauffait des pierres pré-choisies, déjà très, très chaudes dans l'eau, et on le mettait dans l'eau ou dans le liquide qu'on faisait. Évidemment, ça ne portait pas à ébullition, mais ça faisait réchauffer la nourriture ou l'eau et tout ça, et c'était la façon de fonctionner. Donc, imagine quand on est arrivé avec ça. Révolution. Révolution, société matriarcale à l'époque, et on a dit « Hey, on veut ça ». Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Il faut se rappeler, c'est un des premiers commerces qu'on a eu au Canada. Hein? Donc, on n'a rien inventé. Les premiers peuples le faisaient de façon courante. On a repris cette méthode-là et on a apporté ni plus ni moins des outils qu'on n'avait pas ici. Le métal, par exemple, hein? Que ce soit fourchette, on pouvait se voir dedans. Ah oui, donc je suis beau, ça pouvait être ça. Mais ça pouvait être aussi les cotons, les couvertures, par exemple, de la compagnie de la baie d'Hudson, qui ont été très populaires à cette époque dans la traite. Et on échangeait ça, évidemment, contre des peaux de fourrure, particulièrement de castor. Parce qu'à l'époque, mon chapeau était un peu défraîchi, on en conviendra, mais c'est le genre de chapeau qu'on fabriquait à partir des peaux de castor. Parce qu'à l'époque, chaque gentilhomme, chaque gentille dame avait soit un chapeau de fourrure de castor ou des manchons, excusez-moi, pour se réchauffer les mains. Donc, c'était très, très populaire. Et la façon que vous me voyez aussi costumé, bien, c'est la façon pour comment on était habillés. Il faut comprendre pourquoi. Il fait quand même beau et chaud aujourd'hui,
Est-ce qu'on a une idée pourquoi je peux m'habiller comme ça? Ben, n'a pas de sens, les c'est grands chaud. vents, peut-être. Les moustiques, imaginez les moustiques. Le soleil, les crèmes solaires, on n'avait pas ça, là. Donc, les moustiques, le soleil, et on naviguait beau temps, mauvais temps. On partait au mois d'avril de la Chine, près de Montréal, et on allait naviguer sur les grandes rivières jusqu'à ce qu'on appelle Fort William, mais qui est la ville de Thunder Bay aujourd'hui. Donc, on passait notre vie sur l'eau et il fallait se protéger. C'était une façon de le faire. Puis, comme on l'a dit au tout début, un vieux bonhomme comme moi n'existerait pas à la période de la fourrure, très peu, parce que la carrière se terminait autour de 30-35 ans, parce qu'on avait fait quand même un salaire qui était quelque chose de similaire à un chirurgien aujourd'hui. Wow. On travaillait 6 jours semaine, on naviguait 14 heures à 15 heures par jour à pagayer, à un tempo de 50 coups minutes. Donc, on peut imaginer, on aura la chance d'expérimenter sur l'eau tout à l'heure, un tempo d'environ 15 à 20 coups minutes. Donc, ça nous donne juste l'appréciation du défi que rencontraient les jeunes hommes. Jeunes femmes aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des voyageurs femmes qui ont été dans l'histoire. On en connaît peu, on en parle peu, mais c'était là aussi. Surtout comme guide qu'on appelait les truchements. Le truchement est un mot qu'on entend encore dans la langue française, mais pour pas les mêmes raisons, pour pas la même définition. Le truchement était un traducteur. Donc, grand traducteur reconnu dans nos livres d'histoire qu'on a tous entendus, c'est Étienne Brûlé. Donc, c'est un exemple de travail important qu'on avait dans le canot. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures. Je pense que vous avez envie peut-être d'aller faire du canot. Oui, bien, je me sens dans la peau d'une grande voyageuse aujourd'hui, prête à affronter la tempête, le beau soleil. On ne sort jamais sous les tempêtes, pas dans notre cas aujourd'hui, mais les voyageurs le faisaient, soit dit en passant. Super, bien, je suis prête. On y va. Ensuite, j'ai été invitée à prendre part à un grand voyage. Il s'agit d'une excursion en Arabasca. Et là, c'était vraiment de se mettre dans l'ambiance, se mettre dans le rôle d'un voyageur. Lorsque j'ai pris place dans le canot, je me sentais en sécurité, c'était stable et j'étais prête pour une grande aventure. J'ai adoré mon expérience avec Jean, ou plutôt le grand voyageur, comme il est si bien s'appeler. Il nous a mis dans l'ambiance de l'époque, il nous a vraiment amenés dans un autre univers. Comme je disais, pagaie à la main et on va pagayer tout le monde ensemble, le même tempo. Donc, on va chercher l'eau à l'avant et on tire. Avant, on tire. Parfait, excellent. On maintient comme ça. Ouais. Je ne sais pas si tu savais, Noémie aussi, les voyageurs, on nous dit qu'il y avait un salut de bienvenue quand on arrivait proche d'un village, pour leur dire on s'en vient comme amis pour faire des échanges. Et en fait, quand on regarde le musée de l'Histoire, juste devant nous, à notre droite, vous voyez les colonnes beige, mais en fait, ces colonnes-là représentent ni plus ni moins qu'une pagaie à l'envers, comme ça, séparée en deux. L'autre partie est de l'autre côté des fenêtres. Donc, ça représente un peu le salut des voyageurs quand on nous disait, quand on approchait d'un village. Et ce qu'on faisait, c'était simple, simple, simple. Hey! Tout le monde ensemble. Donc, il fallait que ça soit synchronisé. Donc, 1, 2, 3. Hey! Voilà, c'est ce qu'on faisait. Donc, on annonçait notre arrivée, qu'on allait les visiter comme amis. On était 8 à 10 pagayeurs dans le canot. Le canot était rempli à ras-bord. Donc, il y avait presque l'eau qui rentrait dans le canot. Et c'est un canot en écorce. Le canot en écorce était excessivement fragile, à tel point qu'à chaque jour, il fallait qu'on répare le canot. Ce qui est beau aujourd'hui, pour les familles, pour les petits groupes, pour les gens avec des jeunes enfants, bien, les canots sont faits avec du fibre de verre, sont des canots très sécuritaires, très stables, comme vous avez pu le noter. On a eu des vagues tout à l'heure et c'est très stable comme embarcation. Donc, au niveau sécurité, pour les familles, les jeunes familles, même les enfants de 5 ans, 3 à 5 ans plus vieux, écoutez, c'est une expérience incroyable qu'ils n'oublieront pas. Et évidemment, ils n'ont pas nécessairement besoin de pagayer. J'ai vraiment aimé mon expérience en Arabasca. Ça m'a amené dans une autre époque. J'ai adoré la rencontre avec Jean également, qui était notre guide voyageur, qui a su nous mettre dans l'ambiance. À ma grande demande spéciale, lorsqu'on était sur l'eau, j'ai vu une outarde et je voulais m'en approcher. Et notre guide, Thomas, qui dirigeait le canot, a réussi à aller contourner l'outarde. Ensuite, on a testé notre capacité à être de vrais grands voyageurs comme à l'époque. Nous avons testé de ramer le plus rapidement possible et je dois vous avouer qu'après 15 secondes seulement, j'avais déjà des douleurs à l'épaule, tellement qu'on n'est pas habitué de faire le mouvement et à quel point c'est impressionnant de voir à la vitesse qu'ils allaient à cette époque.
Est-ce que ça vous tente d'essayer, comme j'expliquais tout à l'heure, le tempo des voyageurs? J'adorerais. Le tempo, là, il va falloir qu'on suive. Je vous donne une ou deux petites consignes. Pour être capable de suivre le tempo, c'est des coups très courts. On dépose à l'avant et on sort la pagaie juste à côté de soi, à la hauteur de ses hanches. Donc, ça va être un tempo d'environ 50 coups minutes. C'est rapide. Êtes-vous prêts? Puis là, on suit votre... Vous essayez de suivre mon tempo. Les gens à l'avant, ayez l'oreille fine, vous allez entendre tout ça et on va être prêt à partir dans 3, 2, 1. On y va! On va prendre notre vitesse de croisière. Parce que là, ce que je dis, on brasse beaucoup d'eau pour l'instant, beaucoup de soupe, mais plus la vitesse augmente, plus ça va être facile. Oh non, non, on n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Laissez-moi pas là. Et on suit le tempo. Donc, c'est environ 45-50 coups minutes qu'on fait présentement. Donc, ça fait environ 15 secondes, puis j'ai déjà mal au bras. Oui, j'ai mal à l'épaule. N'est-ce pas? Imaginez les voyageurs, 15 heures par jour de travail comme ça, incessant. Donc, c'est difficile. Évidemment, on le fait vivre à nos participants, simplement pour avoir une compréhension du travail difficile que pouvaient avoir les voyageurs, mais toute personne qui embarque dans le canot et qui ne veut pas pagayer a le loisir de ne pas pagayer, sauf certains éléments, par exemple quand il y a un vent un peu rébarbatif, on a besoin d'avoir les pagaies à l'eau simplement pour nous donner un peu d'aide. Oui, d'un petit peu d'aide. C'est ce qui conclut notre émission. J'ai eu la chance d'être une grande voyageuse et d'apprendre à tirer à l'arc. Et maintenant, c'est le moment de retourner à la maison. Donc, c'est parti! Je pense que ça va être un petit peu plus long que prévu.